Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier midi webinaire, premier midi conférence du CRI dans le cadre de notre congrès annuel que nous organisons euh, par les infrastructures, le risque, Hermès, l'Institut universitaire sur les dépendances et l'équipe réseau. J'espère que j'oublie personne. Donc, cette année, le premier midi-conférence, on a l'honneur d'avoir avec nous Ovidiu Tatar, je ne sais pas si j'ai bien dit ton nom, et Marie-Josée Fleury qui vont se présenter. Peut-être juste quelques consignes. Donc, moi, je vous vois à l'écran, mais je ne vous vois pas là, avec votre caméra. Les caméras sont fermées. On va avoir 50 minutes de présentation, à peu près 45-50 minutes de présentation. Après ça, il va nous rester 10 à 15 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, on va pouvoir les prendre à ce moment-là. Fait que je vous invite à les écrire pour les retenir. Vous pourrez demander à ce moment-là en levant la main ou en posant dans le chat. Quand vous levez la main, bien, je peux vous donner l'autorisation de poser votre question de vive voix. Donc, on va y aller de cette façon-là à la fin. Alors, Marie-Josée, Ovi, je vous donne la parole. Bonjour, donc laissez-moi partager la présentation. Est-ce que tu voulais qu'on se Oui, présente brièvement oui, avant? oui, présentez-vous peut-être Peut-être brièvement en juste Ah, premier. brièvement, Ovi. Oui, ok, oui, mon nom est Ovidio Tatar, je suis stagiaire postdoctoral sous la supervision de Dr. Fleury à l'Institut en santé mentale Douglas à Montréal. Euh, je vais vous présenter aujourd'hui un sommaire d'une revue systématique sur les pratiques et euh, connaissances et croyances de médecins de famille concernant les troubles de jeu, troubles liés aux jeux d'hasard et d'argent. Parfait. Donc, moi, mon nom est Marie-Josée Fleury. Donc, je suis super contente d'être de retour. J'essaie d'être là toutes les années pour le CRI. Donc, donc, professeur à l'Université McGill, aussi chercheur au Centre de recherche de l'Institut Douglas. Donc, je vais faire la deuxième présentation après Ovi. Donc, je te laisse la parole, Ovi. Oui, je peux oui, vas-y. partager. Oui. Euh, OK. Donc, je commence la présentation parce que si je fais les erreurs, mon superviseur peut me correcter après ça. Euh, le plan de présentation inclut... Excuse-moi, envie de t'interrompre. Peut-être te mettre en mode présentation parce que là, on voit tes diapos sur le côté. ah oui, oui, c'est ça. C'est mieux comme ça? Oui, comme ça, c'est mieux. OK, oui. Merci. Je vais présenter deux slides pour le contexte de jeu de hasard. Après ça, le revue systématique, comme je mentionnais, et les conclusions et les recommandations. Euh, une revue récente publiée dans le journal The Lancet a montré qu'au niveau mondial, presque 50 des individus euh, au jeu, euh, au jeu au cours de pendant 12 derniers mois. Et parmi les personnes qui jouent le jeu problématique ou les troubles liés au jeu de hasard d'argent est le plus fréquent en Amérique du Nord, tant chez les hommes et les femmes. Je vais utiliser dans ces présentations, tout au long de ces présentations, je ferai référence aux troubles liés au jeu de hasard et d'argent en utilisant l'expression trouble de jeu parce que c'est plus court. Donc, c'est important que la prévalence est jusqu'à 5 fois plus élevée de troubles de jeu ou de jeux problématiques en médecine de famille comparatif à la population générale. Euh, L'impact des jeux en ligne est en augmentation, probablement à cause de la légalisation croissante des sites de jeux en ligne.
Et à l'échelle mondiale, on prévu que les revenus générés par les jeux en ligne vont dépasser 30% d'ici le 2028. C'est très important de mentionner que la prévalence est environ 4 fois plus élevée de troubles de jeu problématiques si les gens utilisent le genre en ligne comparé à un jeu hors ligne comme les loteries. Euh, la évolution des troubles de jeu est sur un continuum du jeu problématique. Ça veut dire quand les conséquences de jouer sont évidentes, mais les, les individus ne répondent aux critères diagnostiques du jeu pathologique comme le DSM-4 ou du trouble lié au jeu de hasard d'argent dans le DSM-5. Le trouble de jeu est comorbide avec d'autres troubles de santé mentale, notamment la dépression, anxiété, troubles liés à l'usage des substances. Dans ce contexte, le service offert par la médecine familiale et d'urgence est très important car ils sont le premier contact avec, de cet individu avec le système de santé. Euh, cependant, seulement environ 11% de personnes atteintes de troubles de jeu en Amérique du Nord reçoivent quelconque type de service pour ces troubles. Donc, dans le milieu des médecins de famille, les personnes atteintes de troubles de jeu représentent un risque environ 2 fois plus élevé d'être diagnostiquées avec une dépression, anxiété ou troubles liés à la consommation d'alcool. Ce sont le résultat d'une revue systématique récente. Et une autre étude qui a utilisé des bases de données administratives au Québec a montré que 24% des personnes utilisent des services des urgences comme premier point de contact pour les problèmes de santé mentale ou pour troubles mentaux nouvellement diagnostiqués. Donc, notre question de recherche pour les revues systématiques en était de quelles pratiques cliniques les médecins de famille et les urgentologues utilisent pour gérer les troubles de jeu. Quels facteurs psychosociaux, ça veut dire attitude, croyances, connaissances, influencent la prise en charge des troubles de jeu par les médecins de famille et les urgentologues? On a recherché 5 bases de données majeures de leur création en octobre 2024. On a utilisé comme critère d'éligibilité population médecin de famille ou urgentologue. Euh, et comme mesure pratique, dépistage, traitement et facteurs psychosociaux comme attitude, croyance, connaissance. Et on a inclus tous les types d'études, donc études empiriques, sans restriction sur la méthodologie. Comme les règles pour les revues systématiques, on a deux évaluateurs ont été impliqués dans l'évaluation de l'éligibilité des textes intégrés et la qualité des études. Et on a utilisé la synthèse narrative et intégré les données quantitatives et qualitatives. Après éliminer les dédoublons, on a débuté avec 1500 titres et résumés. On a retenu pour la synthèse 12 articles. Donc, 6 articles quantitatifs, 6 articles qualitatifs. Euh, Comme vu d'ensemble, les études quantitatives ont collecté les données en utilisant des questionnaires et on a analysé des données en utilisant les statistiques descriptives principalement. Et les études qualitatives ont collecté des données en utilisant des groupes de discussion et entretiens semi-structurés. On a analysé les données en utilisant analyse thématique. Euh, Seulement un article a eu une très bas qualité, mais on a inclus tous les articles dans la synthèse parce que c'est la recommandation pour les synthèses narratives. Donc, si on ne fait pas la méta-analyse, on peut inclure tous les articles dans la synthèse. Mais c'est important qu'aucune d'étude n'a été menée dans le service d'urgence.
Je vais présenter le résultat séparément pour pour les deux questions de recherche. Et en bleu, c'est le résultat qualitatif. Concernant le dépistage, aucune des médecins de famille n'a dépisté systématique le trouble de jeu. Un tiers ne dépistait jamais le trouble de jeu et seulement euh, 13% dépistaient les patients considérés à haut titre, au risque de troubles de jeu. Les médecins ont été préoccupés par la confidentialité, donc ils ne veulent pas poser des questions concernant le jeu parce qu'ils veulent éviter une intrusion dans la vie privée. Concernant le traitement, seulement une minorité de médecins de famille, 7 à 40%, ont traité eux-mêmes le trouble de jeu. Donc, la plupart des médecins traitent les problèmes de santé associés et ils offrent des soutiens aux familles des joueurs. Et ils considèrent que aborder l'autostigmatisation au début de le traitement est très important. Concernant l'orientation, euh, 50%, environ 50% des médecins de famille ont orienté des patients vers les professionnels de santé mentale et 80 préféraient orienter les patients vers le centre spécialisé en traitement de la dépendance, mais ils ont été concernés que dans sept centres de dépendance, l'accent est sur le trouble d'usage à substance et les services offerts pour le trouble de jeu ne sont pas euh, très de haute qualité. Donc, concernant la question 2, les connaissances, les médecins ont eu un niveau élevé de connaissances parce qu'ils reconnaissent le trouble de jeu comme une addiction et ils ont identifié l'endettement comme un dommage majeur lié à trouble de jeu euh, qui favorise le commencement de traitement. Mais ils ont eu une connaissance variable aux critères de diagnostic, donc par exemple par le DSM-5, ou les comorbidités psychiatriques qui sont très fréquentes à individus avec le trouble de jeu, comme anxiété, dépression, idées suicidaires. Euh, mais c'est important qu'ils ont souligné que les dommages liés à la trouble de jeu restent souvent silencieux pendant de nombreuses années. Dans notre étude, on a trouvé qu'un niveau faible de connaissances concernant les comorbidités physiques qui peut être associé à troubles de jeu, comme par exemple maux de tête, douleur abdominale, douleur dorsale, de prévalence de, de troubles de jeu dans leur communauté. Et très important, les médecins ont eu très bas confiance sur les connaissances sur les troubles de jeu et sur le parcours de soins disponibles pour troubles de jeu. Concernant les attitudes et croyances, les données qualitatives montrent que la majorité des médecins ont reconnu le rôle potentiel dans la prise en charge des personnes ayant un trouble de jeu, mais seulement environ 30% estimaient qu'il était faisable de s'impliquer dans la gestion de ces patients. Euh, Plus que 75% des médecins de famille ont exprimé le besoin d'une formation sur le trouble de jeu, pourtant sur le diagnostic, le traitement, le centre spécialisé ou les ressources communautaires disponibles. Et un tiers des médecins estimaient que les obstacles au traitement des troubles de jeu étaient multiples, incluant le temps limité de consultation, l'absence d'outils de dépistage validés et les protocoles en matière de traitement, la faible priorité accordée à troubles de jeu dans le service public et l'absence de parcours de soins clairement définis. Euh, La faible implication des médecins de famille dans le dépistage et traitement peut être expliquée, donc la data qualitative montre qu'elle peut être expliquée avec le fait que
le médecin n'est pas avoir une solution à la problème. Donc, si on n'a pas la solution, on ne veut pas s'impliquer à détecter euh, le trouble de jeu. Et la stigmatisation, on a trouvé que la stigmatisation est un aspect important, joue un rôle important parce que les personnes avec un trouble de jeu hésitent à parler de leurs sentiments parce qu'elles ne veulent pas étiqueter comme dépendants ou personnes atteintes de troubles mentaux. Et le trouble de jeu est souvent perçu comme un révélateur de manquement moral, donc hédonisme, qui discrédite les personnes aux yeux des autres. Mais les perceptions des médecins ont été partagées parce que comparativement aux troubles liés à l'usage des substances, il peut être moindre stigmatisation parce que on a perçu un impact plus faible des troubles de jeu sur la société en général ou une stigmatisation plus élevée euh, perçue comme un manque de maîtrise de soi dans la gestion des comportements de jeu. Le type de jeu joue aussi un rôle parce que les médecins euh, croit que la stigmatisation, perçue une stigmatisation moindre des personnes jouant à la loterie par rapport à celles jouant aux machines à sous ou au poker. Donc, la conclusion en général de notre revue systématique est que la littérature sur la prise en charge des troubles de jeu par médecin de famille est rare. Nous avons identifié une lacune importante dans la recherche car aucune des études existe sur l'implication des médecins de services d'urgence. C'est encourageant que la plupart des médecins de famille reconnaissent le trouble de jeu comme une dépendance ayant des implications importantes tant au niveau individuel que sociétal. Euh, la majorité des médecins de famille admettent le rôle potentiel dans la prise de charge de troubles de jeu, mais leur implication dans le dépistage et traitement reste insuffisante. Les barrières plus importantes sont la faible confiance des médecins de famille dans leur capacité de dépister et traiter les troubles de jeu, euh, les attitudes négatives de quelques médecins, par exemple la stigmatisation, et les défis structurels comme la formation inadéquate au dépistage et traitement des troubles de jeu et des marges de référence sous-développées. Dans ces contextes de recherche utilisant les méthodes qualitatives et quantitatives sont nécessaires pour identifier les obstacles et les facilitateurs spécifiques au Québec dans la prise en charge clinique des troubles de jeu. Euh, dans cette stage, on peut faire quelques recommandations parce que c'est probablement pas faisable de dépister le trouble de jeu chez tous les patients dans les pratiques de famille ou à urgence, mais on peut dépister des groupes à haut risque comme les individus à troubles liés à l'usage de substances, anxiété, dépression, ou troubles mentaux plus graves comme la psychose, troubles bipolaires, Parkinson. Au contraire les connaissances de médecine de famille, il y a des outils de dépistage courts validés en milieu clinique euh, qui ont une sensibilité et spécificité élevée, donc plus que 85%, comme le LIBET questionnaire avec deux items et le Brief Biosocial Gambling Screen, un questionnaire avec trois items. On peut aussi, comme suggestion, mise en œuvre de l'approche dépistage brève intervention et orientation vers le traitement en anglais, le SBIRT, en médecine famille au service d'urgence, car il y a des résultats positifs sur l'utilisation de sept modèles d'intervention pour les individus qui ont un trouble d'usage d'alcool. On peut aussi développer les interventions visant à réduire la stigmatisation associée aux jeux problématiques pour éliminer les stéréotypes sur le manque de contrôle de ces individus et mettant l'accent sur les influences environnementales sur le comportement de jeu. Et finalement, on doit fournir les informations sur les services dédiés aux jeux problématiques et sur les troubles de jeu.
Je remercie les co-auteurs de la revue systématique, particulièrement Dr. Fleury, Dr. Broder, Dr. Yamateo, Dr. Grenier et Simon-Pierre Crevier qui m'ont assisté pour leur assistance à la recherche documentaire. Et aussi, merci pour le grand FRQS parce que j'ai la bourse postdoctorale. Merci beaucoup. Ovi, si tu peux enlever ta présentation, je vais mettre la mienne. Merci beaucoup, Ovi. Très intéressant. Gardez vos questions. On va y revenir à la fin. Et je respectais les 20 minutes. C'était très bon. Oui. Marie-Josée, la parole est à toi quand Oui, tu veux. parfait, merci. Donc, merci Ovi. Je vais poursuivre. Je vais parler moins des médecins de famille, mais nous, donc, je vais vous présenter plus globalement un projet de recherche que nous avons eu récemment, financé par le Fonds de recherche Québec Société et Culture. Mais surtout, je vais vous présenter des résultats préliminaires d'un premier article scientifique qu'on a écrit où on s'est intéressé à l'utilisation des services, où on a monté aussi des indicateurs de qualité des soins et dont l'accès aux médecins de famille. Donc, moi, contrairement au VI, je ne vais pas focaliser ma présentation sur les médecins de famille, mais c'est un des indicateurs intégrés dans nos variables. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une typologie de la qualité des soins reçus par les usagers ayant des troubles de jeu. Je vais utiliser aussi Ovi, moi aussi, là, pour poursuivre sur le même élan. Donc, je vais utiliser les troubles de jeu, là, la même chose. Donc, je vais vous présenter donc rapidement, là, c'est quoi notre projet de recherche, puis vous présenter donc la cohorte qu'on a étudiée et, comme je vous dis, donc vous présenter plus précisément l'article scientifique. Donc, l'objectif de la recherche était donc à partir, et vous avez aussi des co-chercheurs, là, dont Nadine, qui est co-chercheur sur le projet, Francine Terland, Magali Brodeur, Sylvia Kérouz et Christophe Hung, et bien sûr, Ovi aussi, qui va faire partie de la recherche. Donc l'objectif général était donc à partir de banques de données administratives de décrire les profils et les trajectoires d'utilisation des services et de jeux des usagers avec un trouble de jeu, là, donc le trouble lié aux jeux de hasard et d'argent. Je vais faire aussi parfois référence aux jeux pathologiques traités dans les centres de réadaptation en dépendance du Québec. Quelques mots sur l'originalité du projet. Ben, d'une façon générale, je vous dirais qu'il y a peu d'études de cohortes dans le domaine du jeu et particulièrement de cohortes qui se sont intéressés aux utilisateurs des services là, de jeu dans les centres de réadaptation en dépendance ou des équivalents aux États-Unis, notamment. Nous, donc, on a commencé ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est un article typologique sur la qualité des soins reçus de ces usagers. Et quand on regarde dans la littérature scientifique, il y a très peu d'études typologiques sur les joueurs. Mais en fait, c'est plus des études, on retrouve quelques typologies, mais c'est plus sur les types de joueurs qu'on recrute dans la population générale. Et on essaie de comprendre aussi quels sont les types de joueurs liés à des caractéristiques sociodémographiques ou cliniques. On a aussi beaucoup étudié les comportements d'impulsivité ou les traits de personnalité qui sont reliés à différents types de jeux. Donc, nous, on n'a recensé aucune étude, en fait, qui s'est intéressée à l'utilisation des services, donc à recenser des typologies plus en termes d'utilisation des services de ces usagers-là. Donc, quelques informations clés peut-être pour ceux dans la salle qui connaissent moins le jeu pathologique. Donc, quand on regarde la prévalence du jeu pathologique à 12 mois au cours de la vie, selon une revue systématique des connaissances méta-analyse qui date de 2016, c'est autour de 0,1 à 6. C'est sûr que quand on regarde des joueurs pathologiques, ce sont des clientèles avec de multiples problèmes sociaux et des troubles concomitants importants. On va le voir aussi avec les résultats de notre cohorte, là, des troubles mentaux, les troubles de l'utilisation des substances, alcool, drogue. Ce sont aussi, comme on a vu aussi l'a dit un peu, des usagers qui ont aussi, il y a beaucoup d'effets indésirables associés, dans le fond, beaucoup plus de taux de mortalité reliés à cette population que dans la population générale, risque de suicide aussi beaucoup plus élevé dans cette population que la population générale. Ce sont des usagers aussi, comme Ovi a dit, qui utilisent peu les services
pour aller chercher de l'aide pour leurs jeux pathologiques. Ce sont des usagers aussi qui vont beaucoup abandonner le traitement, ce qu'on retrouve aussi chez la clientèle ayant plus des problèmes d'alcool-drogue. Quand on regarde au niveau des dépenses, le groupe là, jeux pathologiques ou les joueurs à risque, ça représente environ le tiers des dépenses associées aux jeux. Donc, c'est vraiment un groupe, un petit groupe, mais qui a énormément de problématiques sociaux et de santé, auxquelles aussi est relié beaucoup d'effets indésirables. Donc, puis un petit groupe qui reçoit pas beaucoup de traitements d'une façon générale aussi, qui abandonne beaucoup leur traitement. Donc, nous, donc on a voulu mieux comprendre les profils et éventuellement les trajectoires de soins ou de jeux associés à cette clientèle-là. Donc, les joueurs pathologiques qui sont traités dans les centres de réadaptation du Québec. Donc, le projet que je vous présente aujourd'hui, où l'article scientifique est basé sur l'exploitation des grandes banques de données administratives qu'on retrouve au Québec. Donc, nous, donc, on dispose donc des banques de données du MES et de la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, dans notre banque de données, on a les données de l'AFIPA qui rassemble surtout des données sociodémographiques, de la BDCU, c'est la banque de données des urgences, la RAMQ et Médéco, qui est la banque des services médicaux ou la banque hospitalière. Aussi ICLSC, donc tous les services psychosociaux reçus dans les CLSC. Bien sûr que notre banque de données majeure, c'est le CQSRD, qui est la banque de données des centres de réadaptation en dépendance. Ce qui est intéressant avec cette banque-là, c'est qu'elle va nous procurer là, quand même beaucoup de belles variables sociodémographiques qu'on n'a pas dans les autres bases de données. Donc, on va aussi avoir de l'information sur les types de dépendance et tous les services reçus, bien sûr, en centre de réadaptation. On est content d'avoir finalement accès à la banque de données d'éducation après plus de 2 ans d'attente. Alors, on vient juste de recevoir les données qu'on va agréger. Donc, aujourd'hui, je ne vous présente pas des données qui intègrent la banque de données de l'éducation, mais on va pouvoir affiner nos profils, puis avoir de l'information, par exemple, sur les niveaux d'éducation, l'ethnicité des personnes, la langue aussi, parlée à la maison, etc. On a la banque de données aussi de la mortalité. Donc, c'est un projet, je vous dirais, qui est quand même, c'est la première fois qu'on utilise ce projet-là pour étudier les jeux pathologiques, mais on a fait beaucoup de travaux sur les substances alcool-drogue. Donc, ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a mis en place, ça fait quand même plusieurs années, là, une banque de données administrative. Donc, on a demandé à tous les centres de réadaptation du Québec de nous fournir les usagers qui avaient utilisé leur service en 2012-2013. Puis on a agrégé l'ensemble de l'information des différentes banques de données sur ces usagers-là sur plusieurs années. Alors, donc, on a créé une cohorte de 32 538 usagers. Mais je vous dirais comme on veut utiliser, comme on utilise les données complètes, donc on a enlevé les individus où on avait beaucoup de données manquantes. Donc, la plupart du temps, quand on s'intéresse aux usagers ici dans notre banque, on va plutôt étudier environ là, 20 000 usagers. Donc, pour la cohorte sur le jeu pathologique, je vous dirais qu'on a comme mise en place 2 cohortes qu'on utilise dépendamment des articles scientifiques qu'on va faire, là. Donc, la cohorte que je vais vous présenter aujourd'hui, on a étudié 2311 usagers, mais on a une cohorte un peu plus grande aussi qu'on peut utiliser de 3715 usagers. Alors, donc ça, c'est en fait donc c'est une sous-cohorte là, de notre cohorte que je vous disais tantôt, là, du 20 000 personnes. Donc, ici, donc, ce sont des usagers qui ont reçu minimalement un diagnostic de troubles de jeu pathologiques ou bien donc qui ont été traités en centre de réadaptation en dépendance pour leur jeu pathologique. Et il y a une variable qu'on a dans le CQSRD qui est les types de jeux où la personne reçoit des traitements ou les lieux de jeu. Et je dirais que malheureusement, sur ce type d'information, il y a beaucoup, beaucoup de données manquantes. Fait que si on veut utiliser le type de jeu ou le lieu de jeu, c'est pour ça qu'on va plus utiliser cet échantillon-ci. Donc, l'article scientifique que je vous présente, donc, il est plus sur cet échantillon-ci. Donc, l'avantage, je vais juste vous parler très brièvement des avantages de travailler avec les banques de données administratives et les désavantages. Donc, juste garder ça aussi en tête quand je vais vous présenter les résultats. Donc, l'avantage, c'est qu'on travaille sur de grands échantillons
ce qui permet aussi une très grande représentativité de la population à l'étude. Donc, les données que je vais vous présenter, à mon avis, sont très représentatives de la population des centres de réadaptation, donc un échantillon clinique et des personnes qui ont des jeux pathologiques. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, on travaille sur des données longitudinales qui sont très importantes. En fait, moi, les données que je vous présente, je les ai soit sur 26 ans, donc c'est énorme. Donc, je dispose de données de 1996 à 2022. Ou bien, donc, quand on travaille avec la banque de données du CQSRD, on a des données possibles jusqu'à 13 ans. Parce qu'on commence à colliger là, ou à standardiser les données dans les centres de réadaptation à partir de 2009. Donc, j'ai les données de 2009 à 2022. On a aussi des données qui sont objectives et de qualité. Par contre, les limites, juste garder ça en arrière-tête. Donc, c'est sûr qu'il y a des variables services que je ne dispose pas, comme par exemple, on n'a pas les informations sur les ressources privées en jeu ou en toxicomanie. Je n'ai pas les services des organismes communautaires qui sont aussi des acteurs très importants, les centres de crise, les centres de prévention du suicide. Je n'ai pas notamment les services des psychologues en privé. C'est sûr aussi quand on travaille sur les banques de données administratives, on a des données qui sont axées sur l'utilisation des services. Donc, si on n'utilise pas les services, on n'a pas les informations sur la personne. C'est sûr qu'il y a des variables de clinique ou des variables de jeu qu'on ne dispose pas, par exemple la fréquence des jeux. Je n'ai pas ça dans ma banque de données ou les façons de consommer ou la fréquence de consommation pour l'alcool et les drogues. Et une limite quand même très importante aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de variables d'impact. Je vais quand même regarder des proxys, ce que je vais appeler des effets indésirables. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais c'est sûr que les données comme par exemple la rémission, le rétablissement, je n'ai pas ça dans la banque de données. Alors, comme je vous disais, on a beaucoup de variables quand même assez intéressantes. À cause du temps, je vais pas vous présenter le détail, là, mais vous aurez certainement accès à mes présentations. Donc, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de variables sociodémographiques, on a beaucoup de variables cliniques, on a quand même de belles variables sur le jeu pathologique. Il y en a certaines variables là, que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, qu'on n'a pas utilisées pour l'article scientifique en cours, mais on a quand même utilisé quelques variables intéressantes. Et bien sûr, on a beaucoup de variables sur les services reçus en centre de réadaptation et les services reçus par les autres dispensateurs de santé. Et pourquoi on s'intéresse aux autres dispensateurs de santé, dont les médecins de famille? Bien, c'est sûr que la clientèle, comme je vous disais tantôt, qui a des jeux pathologiques, souvent où elle a beaucoup de troubles concomitants associés, c'est une clientèle assez vulnérable, vous allez voir, donc l'importance d'étudier aussi la dispensation des services dans les soins ambulatoires pour les troubles concomitants et aussi parce que, comme Ovi l'a un peu dit, les médecins de famille, comme d'autres acteurs dans les services ambulatoires publics, peuvent aussi jouer comme référents. Donc, dépister la clientèle et référer la clientèle vers les centres de réadaptation ou d'autres types de services pour obtenir de l'aide pour les jeux pathologiques. Donc, c'est dans cette optique-là aussi qu'on étudie les autres dispensateurs de soins que le jeu. Alors, au niveau des effets indésirables, c'est pas mal les variables, malheureusement, là, qu'on a quand on travaille avec des banques de données administratives. Vous allez voir que dans l'étude, je vais vous présenter des indicateurs sur la grande utilisation de l'urgence. C'est quoi la grande utilisation d'urgence? C'est des patients qui utilisent l'urgence au moins à 3 reprises durant une année. Ce sont, quand on regarde la littérature, on a fait beaucoup d'études sur les grands utilisateurs de l'urgence. Alors, ce sont des patients grandement vulnérables et pour lesquels les services ne répondent pas suffisamment aux nombreux besoins de cette clientèle-là. On sait que l'urgence ne devrait pas remplacer les soins ambulatoires. Donc, on étudie cette variable-là comme un peu un proxy d'effets indésirables. On utilise aussi l'hospitalisation comme effet indésirable et dans l'étude que je vais vous présenter, on a aussi utilisé le comportement suicidaire, les idées et les tentatives de suicide. Alors, je vous présente l'article scientifique, c'est des données préliminaires, comme je vous disais, donc on est en train de le terminer. Donc, l'article scientifique visait donc à identifier les profils de qualité des soins des usagers ayant des jeux pathologiques reliés à leurs caractéristiques sociodémographiques et cliniques et subséquemment, on voulait regarder les liens avec 3 effets indésirables, qui sont les 3 effets que je vous disais tantôt, grande utilisation de l'urgence, hospitalisation et crise suicidaire, voir s'il y avait des typologies ou des profils qui étaient plus reliés à des effets indésirables que d'autres. Alors, quelques mots sur la méthode. Donc, pour faire les typologies que je vais vous présenter, vous allez voir qu'on a trouvé 3 profils d'usagers. Donc, on a utilisé les analyses de classe latente.
où on a regardé donc les traitements reçus pour le jeu pathologique et les traitements reçus dans les services ambulatoires. Toutes les variables dans notre cohorte sont agrégées au niveau d'une date index. Donc, on a une date index, puis on regarde tous les événements qui se sont passés avant la date index. Donc, la date index, dans la définition de notre cohorte, c'est avoir reçu, la dernière fois qu'un usager a reçu un diagnostic de jeu pathologique ou la dernière fois qu'un individu a été traité pour le traitement du jeu pathologique en centre de réadaptation en dépendance. Et là, pour la typologie au niveau des services reçus en centre de réadaptation en dépendance, on va regarder cette date-là et tous les services rendus de 2009 à la date index. Donc, si je vous donne un exemple, moi, si mon dernier traitement, je l'ai reçu le 1er janvier 2020, ben, je vais regarder de cette date-là jusqu'en 2009, donc rétrospectivement. Pour les services ambulatoires publics, donc on travaille toujours sur cette même date index. On a regardé les services qui ont été dispensés dans l'année qui précédait uniquement. Donc, ici, donc, on a mesuré sur un an versus dans les centres de réadaptation, on a regardé tous les épisodes de soins en fait reçus dans les centres de réadaptation en dépendance. Donc là, ici, on a monté une typologie à partir, comme je vous disais, de l'analyse des classes latentes. Après ça, donc, on a voulu savoir est-ce que les 4 profils qu'on avait trouvés étaient reliés à des caractéristiques distinctes de patients, sociodémographiques ou cliniques, ou à des pratiques de jeu aussi qui pouvaient être distinctes. Donc, on a fait ces associations-là à partir d'analyses bivariées multimoniales. Et par la suite, on a regardé dans nos 4 profils, est-ce qu'il y avait des profils où il y avait plus d'effets indésirables que dans d'autres profils? Alors, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, mais avant, je vais vous présenter quand même brièvement les caractéristiques sociodémographiques de nos patients. En fait, je vais vous décrire un peu notre cohorte, c'est qui. Alors, au niveau des caractéristiques sociodémographiques, on peut voir qu'on a quand même une belle distribution de l'âge. Donc, on travaille toujours sur notre cohorte de 2311 individus. Donc, on voit qu'on a une belle distribution des âges, surtout un peu plus de clientèle autour de 35-59 ans, mais on a des plus jeunes, on a des plus vieux. On a aussi un peu plus d'hommes que de femmes, mais quand même pas mal de femmes, et ce qu'on voit quand même dans la littérature aussi sur le jeu pathologique. Vous voyez aussi qu'on a une clientèle qui est vulnérable, donc plus de personnes qui sont sans emploi, qui vivent seules ou qui sont défavorisées matériellement, socialement. On a quand même près d'une personne sur 5 qui a un historique d'itinérance, de situation d'itinérance ou un historique de dossier criminel. Au niveau des variables cliniques, donc on a une population aussi avec beaucoup de troubles concomitants, donc après de 60 avec des troubles d'alcool-drogue, après plus de 70 en fait avec des troubles mentaux et les personnes qui ont à la fois des jeux pathologiques, des troubles mentaux et des troubles reliés aux substances, alcool-drogue, quand même, là, ça fait pratiquement 50 de l'échantillon. Donc, au niveau du jeu, donc, on a monté un indicateur ici d'avoir ce qu'on a appelé le chronic gambling disorder. Donc, on a voulu en fait ici distinguer les gens que ça faisait moins de temps qui jouaient que les joueurs plus de type chronique qu'on a appelé ici. Ce sont des proxys, bien sûr, à partir de nos données. Donc, ici, les joueurs qu'on a appelés de type plus chronique étaient des personnes qu'on pouvait identifier dans notre banque de données comme étant des joueurs pathologiques depuis au moins 5 ans et plus. Donc, on voit qu'on a dans notre banque de données un peu plus qu'un joueur sur 3 qui joue depuis plus de 5 ans. Ici, j'aimerais ça pour les gens qui sont dans la salle, qui sont cliniciens dans les centres de réadaptation, j'aimerais bien vous entendre parler, c'est à savoir, est-ce que c'est ce que vous voyez dans votre pratique clinique? Alors, nous, ici, donc, on a recensé là, le pourcentage de traitement à partir des types de jeux qu'on avait dans notre banque. Donc, on voit là, que il y a beaucoup plus la prévalence au niveau du slot machine, vidéo-loterie. Des traitements octroyés est un peu plus importante, là, de l'ordre de 48 loterie bingo, keno, 33 table game, 30 sport betting and order parce qu'on avait dans le CXCRD donc des jeux pathologiques qui n'étaient pas identifiés, donc de l'ordre de 17 Alors, comme je vous disais tantôt, donc on a regardé le traitement octroyé dans les centres de réadaptation et le traitement octroyé dans les services ambulatoires publics. Donc, dans les centres de réadaptation, on avait quand même dans notre échantillon 20
d'usagers qui n'avaient été jamais traités pour le gambling dans les centres de réadaptation. Sinon, environ 40% avaient reçu un seul épisode de soins et 40% avaient reçu 2 épisodes et plus. On s'est intéressé à voir c'était quoi le nombre, l'intensité des interventions reçues, la durée des interventions reçues en moyenne. On a regardé aussi quel était le pourcentage de personnes qui avaient reçu des traitements au niveau des traitements résidentiels pour le jeu. On s'est intéressé à savoir combien de gens avaient reçu des traitements individuels versus des traitements de groupe. On s'est intéressé aussi au fait, est-ce que les gens se présentaient par eux-mêmes dans les traitements ou avaient été référés? Et ici, on a identifié que ça pouvait être un proxy un peu de motivation au traitement. Donc, plus que les personnes se présentent d'eux-mêmes, mais plus qu'ils sont motivés à se faire traiter. Et bien sûr, on a regardé l'abandon en traitement et comme je vous le disais tantôt, là, quand on compare avec la revue de littérature scientifique, c'est très élevé aussi dans les centres de réadaptation au Québec. Alors, au niveau des services ambulatoires publics, donc ici, on a monté des proxys un peu de qualité des soins. Donc, on a monté une proxy d'accès à un médecin de famille. Là, comme on peut voir ici, c'est 60, d'après nos calculs, là, 64% de l'échantillon qui auraient accès à un médecin de famille, ce qui fait en sorte que c'est environ le double de la population générale qui n'a pas accès à un médecin de famille. Dans la population générale, c'est plus autour de 85%. Dans les 80 ici, donc on a vraiment quasi le double qui n'a pas accès à un médecin de famille. On a regardé combien dans la population avait accès à un psychiatre. On a monté une proxy de grande continuité de soins reçus. On a regardé le pourcentage de la population qui avait eu accès à des services des CLSC, des interventions psychosociales. On a montré aussi des indicateurs d'intensité de soins. Ici, on vous présente aussi la moyenne et la médiane parce qu'il y a beaucoup d'écart dans le nombre d'interventions reçues par les usagers. On a monté aussi un indicateur de régularité des soins, c'est à savoir dans une période d'1 an, est-ce que les services sont donnés d'une façon régulière? Donc, voilà. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration d'après nos données là, pour l'ensemble de la cohorte. Ici, vous avez donc les informations au niveau des 3 effets indésirables. Mais je vais vous présenter plus en détail les informations par rapport à notre typologie. Donc, j'arrive à la typologie. Donc, on a trouvé donc 4 profils de patients avec des qualités de soins reçus différentielles qui se distinguaient. Donc, je vous les nomme. Donc, profil 1, là, je m'excuse, je n'ai pas traduit les titres. Là. Donc, profil 1, Moderate Gambling Disorder Treatment and Low Odor Services Use. Profil 2, High Gambling Disorder Treatment and High Odor Services Use. Profil 3, Low Gambling Disorder Treatment and High General Practitioner Services Use. Profil 4, No Gambling Disorder Treatment and Moderate Odor Services Use. Qu'est-ce qui est intéressant quand on fait une analyse de typologie, on peut aussi voir l'importance des groupes, c'est-à-dire c'est quoi le volume de patients qui sont associés à chacun de ces groupes. Donc, vous pouvez voir ici que le profil 2, c'est le profil qui intègre le plus d'usagers. Donc, 35% de la cohorte est intégrée dans le profil 2. C'est intéressant parce que c'est quand même aussi le profil qui reçoit le plus de services, mais on va voir que c'est moins intéressant parce que c'est un des profils les plus vulnérables des 4 profils. Donc, après ça, donc, on voit qu'en termes d'importance, c'est le profil 3 avec 30% de la cohorte. Après ça, donc, le profil 4, 20% de la cohorte. Et le profil 1, c'est le profil le plus petit avec 15% de la cohorte. On va voir que c'est le profil qui est le plus avantageux au niveau sociodémographique et clinique aussi. Je vais commencer par vous présenter le profil 4 et après ça, le profil 2 qui sont beaucoup en opposition. Et aussi, après, je vais vous présenter on peut voir là, que le profil 1 et 4 sont aussi intéressants parce que tous les deux, ils rassemblent davantage de jeunes hommes. On va voir qu'il y a des profils qui sont plus associés aux femmes, comme le profil 2 et 3. Profil 2 et 3, donc, c'est plus des femmes. C'est plus aussi des usagers plus âgés. Et le profil 1 et 4, c'est plus donc des jeunes hommes. Aussi, quand je vous disais que ces 2 profils-là sont un peu en opposition, c'est que le profil 1 intègre plus de jeunes hommes, mais plus avantagés au niveau sociodémographique et clinique, tandis que le profil 4 regroupe plus de jeunes hommes, mais c'est un des profils le profil le plus désavantagé au niveau sociodémographique et clinique. Donc, je commence par vous présenter donc le profil 4. Donc, le profil 4, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est le profil malheureusement le plus désavantagé au niveau sociodémographique et clinique. Ça rassemble donc plus des jeunes hommes.
C'est le profil qui regroupe le plus de nouveaux joueurs. Donc, on a à peine 6% de joueurs plus de type chronique, donc 5 ans et plus. C'est le profil aussi qui rassemble le plus de joueurs sportifs ou autres qui sont non catégorisés. Là, je vous avais dit tantôt que dans le CKSRD, on a quand même des jeux pathologiques donc non catégorisés. Ce qui est intéressant aussi de ce profil-là, c'est que malheureusement, ce sont des usagers qui ont reçu aucun traitement en CRD, donc jamais eu de traitement, et ont reçu modérément d'autres types de services ambulatoires publics. Donc, ils se classent deuxième sur quatre au niveau de l'accès aux psychiatres, au niveau des services reçus psychosociaux en CLSC, au niveau de l'intensité de soins, ils se classent troisième sur quatre. Au niveau de l'accès aux médecins de famille, 54% à peine ont accès à un médecin de famille au niveau de la grande régularité de soins. Malheureusement, c'est aussi le profil qui se classe le moins bien en termes d'effets indésirables. C'est énorme là, quand on regarde le nombre d'usagers qui sont grands utilisateurs de l'urgence, ça représente un quart de l'échantillon. Les patients hospitalisés, 22%, et les comportements suicidaires aussi très importants, le 10% de ce groupe. Donc, on a quand même fait des recommandations sur ça aussi. Je serais très, très ouverte à ce que vous nous indiquiez qu'est-ce que vous pensez de nos recommandations et même que nous en apportiez de nouvelles, comme c'est un article en cours de production. Donc, comme c'est des usagers qui utilisent peu les services et pas du tout les services des centres de réadaptation, donc on se disait que pour ce profil-là, ça serait intéressant donc d'améliorer les interventions d'outreach et d'approche motivationnelle et aussi, comme c'est des usagers qui ont qui utilisent beaucoup les soins aigus, donc davantage dépister, faire des interventions brèves et faire des références au niveau des soins aigus, un peu sur le modèle des infirmières de liaison pour les dépendances, pour vraiment diminuer leurs importants besoins non comblés. Alors, je vous présente maintenant le profil 2. Donc, c'est le profil le plus désavantagé après le profil 4 au niveau sociodémographique et clinique. Ça l'intègre surtout des femmes âgées. D'ailleurs, quand on regarde la littérature, les femmes et les personnes plus âgées vont plus utiliser les services que les hommes et les jeunes. C'est le groupe qui intègre le plus de troubles de jeu chroniques, donc à 66%. Et ce sont surtout des joueurs de loterie, bingo et keno. Eux autres donc, reçoivent la plus grande utilisation des services, donc soit des centres de réadaptation ou des autres services ambulatoires publics. Par contre, comme c'est un groupe extrêmement vulnérable et aussi c'est le deuxième groupe en importance qui a le plus d'effets indésirables, les services ne sont quand même pas assez suffisants pour diminuer les importants besoins non comblés de cette clientèle-là. Si on regarde les effets indésirables, donc quand même encore 20% de grands utilisateurs de l'urgence, c'est énorme. 22% la même chose que le profil 4 pour l'hospitalisation et 6% de crises suicidaires, ce qui est très, très élevé. Donc, comme recommandation ici, peut-être mettre en place du soutien d'intensité variable pour améliorer l'adéquation des soins de ce profil. Encore là aussi, plus dépister, faire des interventions brèves et des références dans les soins aigus, comme c'est une population qui utilise beaucoup les soins aigus. Et un autre point très intéressant très problématique en tout cas de ce profil-là, c'est que ce sont aussi les usagers qui abandonnent le plus leur traitement. Les usagers aussi qui avaient rapporté le plus de traitements de groupe. Donc, ici, ça nous questionnait. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'auditoire pourrait nous informer. Est-ce que ces traitements-là ne seraient pas appropriés pour cette clientèle-là? Et là, une recommandation, c'est d'identifier davantage dans les centres de réadaptation des personnes qui abandonnent leur traitement souvent et de revoir leur panier de traitement. Alors, le profil, j'ai pratiquement terminé. Le profil 1 maintenant, donc ici, ce sont le groupe qui était le plus favorisé sur le plan sociodémographique et clinique, formé de jeunes hommes. Ce sont des personnes qui avaient en deuxième lieu, qui rapportaient le plus de jeux pathologiques chroniques à 27%, c'est quand même une minorité, là, un peu plus qu'une personne sur quatre. Ce sont surtout des joueurs de table. Ce sont des usagers qui se classent deuxième sur quatre au niveau des traitements dispensés dans les centres de réadaptation. Ce sont quand même des usagers qui abandonnent beaucoup leur traitement. Là, c'est le deuxième après le profil 2 que je viens de présenter. C'est le groupe aussi. Ben, en fait, on voit qu'ils sont très peu desservis par les services ambulatoires publics.
Ça s'explique bien parce que c'est des usagers qui n'ont pas beaucoup de troubles concomitants, qui sont plus avantagés donc sur le plan clinique et socio-économique. Par contre, ça justifie très peu le fait qu'il y a quand même 0% de ce groupe qui a accès à un médecin de famille. Donc ça, c'est une recommandation aussi minimalement. Je pense que toute la population devrait avoir droit à un médecin de famille. Donc, c'est une des recommandations. C'est le groupe qui rapportait le moins d'effets indésirables. Donc ici, en termes de recommandations, ben, c'est sûr qu'on a la même recommandation aussi de tantôt au niveau de l'abandon au traitement, plus l'accès à un médecin de famille. Alors, je termine avec le profil 3. Donc, le profil 3, donc ici, c'est le deuxième profil sur quatre qui était le plus avantagé en termes sociodémographiques et cliniques. Il ressemble aussi plus de femmes et plus d'usagers âgés. C'est une minorité ici d'usagers qui ont des troubles de jeu chroniques. Donc, ils se classifient deuxième sur quatre en termes de plus de joueurs récents. Et c'est un groupe quand même qui est intéressant parce qu'il ne se distinguait pas au niveau du type de jeu pathologique euh, par rapport aux autres groupes. C'est le groupe donc qui reçoivent peu de services des centres de réadaptation. En fait, de ce groupe-là, tous avaient reçu un seul épisode de soins en centre de réadaptation. Et ce groupe, donc, recevait, ça c'est intéressant ici, c'est pour ça qu'on a fait un lien avec les médecins de famille. Dans ce groupe-ci, donc, c'est le groupe qui a plus accès aux médecins de famille à 82%. C'est un groupe quand même qui a une belle continuité et régularité de soins comparativement aux autres groupes. Et ils ont moins d'effets indésirables aussi similaires dans le fond au profil 1. Fait que pour ce groupe, ce qu'on recommande, donc peut-être des groupes là, d'entraide, soutien serait suffisant pour accommoder, aider là, ce groupe et accès peut-être à une équipe multidisciplinaire aussi en GMF. Merci beaucoup. Merci, Marie-Josée. Très intéressant. Même si je connais les données, c'est toujours intéressant de les réentendre. La parole est à vous, chers participants. Avez-vous des questions pour nos conférenciers? Ça peut être, comme je disais, vous levez la main, je vous donne la parole, ou encore, ça peut être via le chat. On peut répondre aux questions. Marie-Josée vous a d'ailleurs demandé, quand on regardait les types de jeux, est-ce que les types de jeux qui ont été présentés dans l'étude, est-ce que ça représente ce que vous voyez en centre de réadaptation? Êtes-vous capable d'être en mesure de répondre à cette question-là? Non, on n'a pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'intervenants Oui, pour c'est le ça, jeu dans les centres de exactement. réadaptation, malheureusement. Que je me disais. Moi, je trouve ça super intéressant, les deux présentations qui sont vraiment complémentaires. Puis, euh, euh, c'est sûr que dans les intérêts de recherche, on développe beaucoup d'outils. Puis, je me disais, l'élément central est vraiment beaucoup dans le repérage. Hein, le repérage je regardais les profils, entre autres, le profil très sévère, qui ben, ils ont multiples problématiques, abandonnent plus souvent, mais c'est parce qu'ils se rendent à un profil très sévère, alors que si on les avait repérés peut-être plus tôt, comme le profil 1, où est-ce qu'on ne repère pas suffisamment, ça permettrait justement qu'ils se dégradent un peu moins. Et ça revient à ta présentation, Ovi, où on disait les médecins, ben, ils reconnaissent la problématique, mais moi, ça m'a marqué, hein, pas de solution, donc pas d'implication. Et pas d'implication aussi, c'est souvent, mais on ne veut même pas repérer pour ne pas avoir à adresser cette problématique-là. Donc, toute la formation autour du repérage et la collaboration fait en sorte que il y aurait probablement davantage d'interventions qui seraient faites auprès de cette clientèle-là. On a David Lambert, merci beaucoup pour votre présentation. Je dois quitter pour le travail. Merci pour pour votre présentation et votre présence. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres réflexions que vous voudriez faire à nos conférenciers? Sinon, Marie-Josée, on a ici quelqu'un qui dit prévoir dans notre travail de faire de la sensibilisation auprès des regroupements de médecins. Tout à fait, tout à fait.
à méconnaissance de la problématique, hein, sensibilisation, mais amène aussi un travail sur peut-être mieux connaître la problématique, mieux travailler ensemble aussi. Parce que ce que j'ai retenu aussi dans la présentation en vie, je disais 34 des médecins disent que seulement que c'était faisable de prendre en charge au niveau du jeu. Donc, il y a, il y a, il y a ce volet-là qui parle probablement d'un travail qui devrait être fait de concert encore davantage entre les intervenants peut-être psychosociaux et nos médecins, qui Mais, favoriserait le repérage aussi. mais surtout Oui, quand, un peu comme Oville disait aussi, mais surtout quand on a affaire à des patients qui ont des troubles mentaux, des troubles de substance, on sait que c'est très en concomitance, une clientèle qui est Ouais, peut-être aussi un peu plus ouais, défavorable, ouais. l'importance de peut-être être un petit peu plus alerte pour le dépistage des jeux pathologiques et prévoir la référence sous le modèle SBIRT un peu Oui, aussi. tout à fait, tout à fait. spécialement pour les individus à risque. Donc, Oui, ça, si on a un patient avec le trouble d'usage des substances ou anxiété ou dépression, on peut demander deux questions de dépistage en utilisant les outils validés. Donc, oui, c'est oui, une possibilité. tout à fait, tout à fait. Hmm, merci. D'autres commentaires ou questionnements? Non, Marie-Josée, Ovi, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à votre présentation? Un mot de la fin? Mais moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait des intervenants pour le jeu Oui. dans la salle, pour qu'ils nous indiquent un peu plus. Là, j'aurais aimé ça avoir l'opinion de personnes qui traitent cette clientèle-là en centre de réadaptation pour qu'ils nous disent un peu est-ce que, en fait, les questions que j'ai posées là, est-ce que c'est le type, c'est quoi les types de problématiques de jeu qu'on voit le plus en CRD? Est-ce que c'est ce que nous, on a vu à partir de l'exploitation du CKSRD? J'aurais aimé ça entendre les cliniciens aussi sur les recommandations, sur les différents profils qu'on a trouvés, si ça semblait aussi faire sens pour eux, puis s'il y avait des recommandations en termes de traitement. Moi, ce qui me, autant dans ces résultats-là que pour parce qu'on a fait quand même beaucoup d'études sur les dépendances alcool-drogue, les taux d'abandon en traitement, puis on voit ça aussi dans la littérature, sont extrêmement importants, là, de l'ordre de 50 ou plus dans les centres de réadaptation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est énorme, là. Si moi, j'avais une classe et j'avais 50 de gens qui échoueraient, c'est sûr qu'on me re-questionnerait sur mon intervention. Donc, moi, je pense que ça, l'abandon en traitement dans les centres de réadaptation, ça devrait être un dossier chaud sur lequel on intervient. Oui. Puis j'aurais aimé ça entendre parler les cliniciens aussi ou les gestionnaires. Est-ce que parce que moi, c'est le même message que je fais aussi pour les grands utilisateurs de l'urgence parce que ce sont souvent les mêmes personnes, pour on a même étudié l'utilisation, la grande utilisation de l'urgence, mais chronique, parce qu'on a peut-être 25 là, de grands utilisateurs d'urgence qui reviennent pendant 3 ans, pendant 5 ans, à répétition. Moi, je pense que c'est très important d'identifier, parce que c'est quand même des personnes qui, ça coûte cher au système de soins et ils ne reçoivent pas un service adéquat peut-être, ou en tout cas, il faut questionner nos façons de faire. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment dépister ces personnes-là et s'assurer de réfléchir à quel type de traitement on leur donne. Donc, j'aurais aimé ça avoir un feedback sur ça. Voilà. On a M. Yvon de la Maison de l'Odyssée qui dit qu'il serait bien intéressé à discuter là, des résultats et de ce que tu proposes, Marie-Josée. Donc, il pourrait être ouvert à ce qu'on le contacte. Ensuite, on a Dominique qui précise que ça serait bien d'inclure l'aspect JHA dans les financements par projet aux OBNL spécialisés en dépendance. Présentement, nous n'avons pas l'autorisation de faire de la prévention écran avec nos financements pour les 18-24. On va voir si les commentaires qui ont été mis. Ensuite, Dominique ajoute la rechute fait partie du processus de réadaptation, plus ou moins 7 tentatives avant de réussir, il me semble. Ouais, ben c'est sûr qu'effectivement, quand on regarde toute la littérature, tu sais, c'est un continuum de rechute pendant plusieurs années avant qu'une personne se rétablisse, peu importe comment on définit le rétablissement. Je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'il faut quand même pas s'arrêter à ça pour dire qu'on ne revoit pas les choses.
Tout à fait. Puis c'est derrière, dans les bonnes pratiques aussi, de dire, ben, regardez qu'est-ce qu'on peut offrir de différent, parce que si on offre toujours la même chose à la personne qui revient et qui arrête, ben, c'est peut-être parce qu'on ne répond pas bien à son besoin aussi à quelque part, puis on devrait revoir la façon là, de qu'est-ce qu'on peut ajouter, comment on peut le faire différemment aussi. Donc, il est 13 heures. Oui, Peut-être une petite oui, dernière chose, je veux dire que par rapport à la présentation d'OVI, je pense que c'est très important, les médecins de famille ou en tout cas les omnipraticiens, effectivement, de ne pas les oublier. C'est peut-être parfois difficile de voir exactement qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être fait par les omnipraticiens pour le traitement du jeu, mais on sait quand même que c'est la première ligne, c'est notre première ligne où on a le plus, là, c'est là, même si on regarde les troubles mentaux, c'est la porte d'entrée du système de santé, les omnipraticiens. tout à fait. Je dis omnipraticien parce que ça peut être médecin de famille, mais tout omnipraticien dans des cliniques sans rendez-vous. Donc, c'est quand même important que c'est minimalement que les médecins de famille puissent détecter et référer cette population-là minimalement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous Tout à fait. remercie pour votre Merci. présentation. Merci Merci pour aux l'invitation. participants. Il y a encore plusieurs présentations tout au long de la semaine. Nous avons aussi encore de la place pour l'événement euh, du CRI à Trois-Rivières le 5 juin. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous Merci remercie. beaucoup, Nadine. Bonne journée. Merci à Merci à Merci. tous. vous. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir. Au Bye. revoir.